Ici c'est Max Piccini, je suis cofondateur de It's My Tree. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui sur le plateau de It's My Tree et c'est un véritable honneur de l'avoir aujourd'hui. Pour beaucoup un véritable héros dans ce qu'il a fait. Il est très inspirant autant pour moi que pour des milliers de personnes à travers le monde. C'est un ultra runner, recordman du monde, il a fait les 5 continents à pied. Donc par exemple, je vous donne un exemple, l'Europe à hauteur de 2 marathons par jour, ça fait 27 000 km en 365 jours. Donc je peux déjà me dire qu'il faut faire un marathon, ça me fait déjà mal, mais alors en faire 2 par jour. Et par exemple les États-Unis, il a gagné son propre record de 50, en 52 jours, Los Angeles, New York, à hauteur de 90 km par jour. Donc merci à toi et bravo aussi à part toi et bienvenue. Donc présente ici Serge Girard. Bienvenue à toi. Merci. Alors, Serge, déjà avant tout, merci d'être venu sur le plateau d'It's My Tree. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Donc, tu l'as déjà dit, donc mon nom est Serge Girard. Voilà, donc spécialité, coureur de grand fond, ultra runner, ça dépend comment on l'appelle. Donc la traversée des 5 continents de 1997 à 2006. Et puis, voilà, en gros ma spécialité c'est ça, puisque avant j'avais une vie dans la finance, mais maintenant ça fait près de 20 ans, près de 30 ans que j'ai arrêté cette vie, donc voilà, donc je suis passé à autre chose pour ne vivre que de ma passion. Tu es d'origine d'où? Alors je suis parisien d'origine, mais je vis en Normandie maintenant à côté d'Étretat depuis une quinzaine d'années en gros. D'accord, très très bien. Et est-ce que tu penses que tout le monde, tous les mondes peut faire ce que tu fais? Ah oui, alors non seulement je le pense, mais j'en suis persuadé, donc c'est-à-dire que tout le monde peut réaliser ce que je fais, parce que ce que je fais, ça ne demande pas forcément une capacité physique extraordinaire, ça ne demande pas des gènes, il ne faut pas être né avec une capacité à courir pendant des années et des années, simplement il faut avoir envie. Et comme beaucoup de choses dans la vie, je crois que si on a envie, on peut trouver en soi les capacités de le faire. Dans l'endurance, il suffit simplement d'aimer ce qu'on fait. Et souvent, les gens qui se lancent un petit peu dans un défi, s'ils aiment par-dessus tout ce qu'ils font, ils arriveront à leur fin et arriver au bout de leur objectif. Donc tu penses que n'importe qui, même physiquement, qu'il a vraiment envie, s'il est passionné par ce qu'il fait, il peut arriver à faire ce que tu fais? Tout à fait. Je pense que alors, certains iront plus vite que d'autres ou mettront moins de temps pour le réaliser, mais finalement, l'envie passe au-dessus des capacités physiques, parce que c'est 80% de mental et 20% de physique. Donc là, c'est ouvert, la porte est ouverte à tout le monde. Parce qu'on le sait tous, on a tous en nous du mental qu'on n'utilise pas, énormément de mental qu'on n'utilise pas. Et là, voilà, il suffit d'aller le chercher au fond de soi. Donc tout est possible à ceux qui le veulent, c'est ça? Oui, tout est possible, ouais, tout est possible. Alors pour toi, justement, quand quelqu'un te dit mais c'est impossible ce que tu fais, quand tu entends le mot impossible, qu'est-ce que ça résonne en toi? Ah, c'est extraordinaire. Moi j'aime bien quand on me dit c'est impossible parce que c'est une source de motivation extraordinaire. Non, mais c'est ça. Parce que finalement, c'est ça. Ce qu'on veut dans la vie, c'est si on se donne des objectifs qui sont entre guillemets normaux, on va se lasser au bout d'un moment. Puis on va pas mettre autant d'énergie. Alors que quand on se lance dans quelque chose de monumental, si on peut appeler ça, là par contre, on va chercher au fond de soi tout ce qu'il faut. Je dis souvent que c'est dans la difficulté qu'on va chercher au fond de soi les vraies valeurs, la vraie force qu'on a. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de se dépasser. Par contre, quand on se met dans des situations difficiles, là oui, en effet, on peut aller chercher au fond de soi des choses extraordinaires. Ah, donc tu penses que c'est vraiment dans la difficulté que tu trouves le meilleur de toi-même, hein? Je crois qu'il y a deux choses. On parle de difficultés, parce que bien sûr ce sont des choses difficiles, mais je crois que c'est d'abord l'objectif qu'on se fixe. Je crois dans la vie en général, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, culturel ou sportif comme moi, l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des objectifs. Et de toujours avoir des objectifs. C'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait qu'on passe aussi quelquefois à travers des catastrophes, parce que, petit exemple, hein, souvent sur les traversées, on me dit « mais t'es jamais malade ?» Et non, jamais malade. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, quand je cours pas, je suis comme tout le monde, j'ai une angine, une grippe. Pourquoi? Parce que dans les défis, je suis tellement Focus sur l'objectif que je pense que j'arrive à m'auto-immuniser et à passer à travers certaines choses. Et ça, c'est quelque chose d'extra. Et ça, c'est le mental qui fait ça. C'est le cerveau, c'est pas le corps. Donc ça, et je suis jamais malade sur les traversées. Incroyable. On prend toute une année à courir comme ça des marathons. Voilà. Alors que les suiveurs, de temps en temps, sont malades ou ont une angine. Ben voilà. Donc simplement, c'est là où on parle bien simplement du mental et de l'objectif qu'on se fixe. Et en fixant l'objectif, je crois qu'on arrive à passer au-dessus des obstacles. Alors que si on commence à ne voir que les obstacles, fatalement, on va pas les passer, quoi. Incroyable. Alors tout à l'heure, j'ai demandé l'âge à Serge, ça m'a mis encore... Est-ce que c'est OK pour toi de donner ton âge? Ça devient de plus en plus difficile, c'est vrai. Oui, 60 ans cette année, donc fatalement, voilà. 60 ans. 60 ans. Mais alors, pour la petite histoire, je me suis lancé un défi, c'est-à-dire que je suis en train de faire une plaque en bronze, Ouais. où j'ai gravé 15 choses que j'avais encore à faire.
dans ma vie. Et je pense qu'une des dernières, c'est que je me suis mis dans l'idée de traverser à nouveau l'Australie à 100 ans, mais en marchant. Mais en marchant. Et voilà un objectif qui va me faire vivre certainement très très longtemps. Et ça, cet objectif, je l'ai vraiment, et je l'ai écrit dans le marbre. Donc il faudra que je le fasse. Voilà. Ça, c'est fantastique. Ça m'inspire. Tiens. Ah oui, non, mais oui. Pas de motivation pour essayer jusqu'à 100 ans et être encore en bonne santé. Parce que les gens, souvent, à 60 ans ou à 65, se disent « Ah, ça y est, on est vieux, on n'a plus d'objectifs. Mais si, on peut avoir plein d'objectifs à cet âge-là, mais plein. Et c'est ça qui va vous faire que vous allez vieillir bien et que vous allez tenir encore de nombreuses années. Et alors, quand vous n'avez plus d'objectifs, ça devient difficile. Et alors, qu'est-ce qui te fait garder? Parce que moi, je te vois, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de 40 ans avec une énergie de quelqu'un de 20 ans. Et c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qui te fait garder jeune? Le bonheur. Alors, les gens me disent « Ah, Serge, il fait jeune parce qu'il court à pied, il fait du sport. » Mais non, c'est pas ça. C'est le bonheur, tout simplement, qui rend jeune. C'est pas autre chose. Et le bonheur, c'est quoi? C'est avoir des objectifs et les partager aussi. Parce que partager des objectifs, c'est important. Le vivre tout seul, vivre tout seul un record, une traversée, c'est quand même très égoïste. Et puis après tout, on est un peu frustré parce qu'on ne peut pas en parler. Donc moi, j'ai besoin d'avoir autour de moi et avec moi des gens qui sont passionnés dans l'aventure, qui font partie de l'aventure. La première, c'est mon épouse, Laure. Et puis il y a plein d'autres personnes qui partagent tout ça. C'est ça le bonheur. Le partage, c'est l'objectif et le bonheur. Et le partage. Génial. Alors, tu parlais tout à l'heure de mental. À quel point c'est important pour toi le mental pour performer? Alors, je crois que... Quel est le pourcentage d'importance de... 80-90% de mental. Mais je crois que dans tous les objectifs qu'on se donne, c'est ça finalement. Et ce qui est bien, c'est que autant, par exemple, dans le physique, on a tous des limites dans le physique. Fatalement, on les a. Moi, quand j'entends on a été au-delà de nos limites, non, c'est pas vrai. On a des limites. Par contre, souvent, on ne les connaît pas, ces limites. Donc, on les sous-estime. Par contre, il y a une chose où il n'y a aucune limite, c'est le mental. Le mental, il n'y a pas de limite. Parce que d'abord, ça ne se palpe pas, c'est pas matériel. Il n'y a aucune limite dans le mental. Aucune. On a vu des choses dans le passé, des choses extraordinaires, des choses qu'on pensait inimaginables, qui ont été faites par le mental. Donc, le mental, nos limites. Voilà. Est-ce que tu as toujours eu une philosophie comme ça? Est-ce que c'est venu des lectures, des inspirations? Avant je travaillais dans la finance, donc je croyais que le bonheur c'était la richesse, je croyais que le bonheur c'était plein de choses comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que le bonheur c'était tout simplement la simplicité. Mais la vraie simplicité dans le bon sens du terme. Et donc, simple, vivre heureux, mais simplement. Poursuivre ses rêves. Voilà, poursuivre ses rêves, aller au bout de ses rêves. Voilà. Et alors justement, on parle de ces rêves, tu as sur ton site web sergegirard.com, on en parlera tout à l'heure, tu as une phrase que j'ai fantastiquement bien appréciée, c'était « La route est longue pour ceux qui ne poursuivent pas leurs rêves ». Alors, je trouve ça génial, parce que particulièrement pour quelqu'un comme toi, quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux faire dire aux gens qui vont sur ton site? Surtout que, bien sûr, d'abord, il faut avoir des rêves, c'est-à-dire que même à 60 ans, même à 75, à 80, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves. Si vous n'avez pas de rêves, ça va être compliqué. Et les rêves, c'est quoi? C'est des objectifs, c'est des envies. C'est ça simplement. Et à partir de là, une fois qu'on a ce rêve ou ce motif, on trouvera les moyens d'aller au bout. On trouvera. Mais d'abord, il faut avoir cette envie. Si on n'a pas l'envie, ce sera difficile. Vous savez, souvent je dis, vous mettez deux athlètes, un qui est un peu moins fort physiquement qu'un autre, mettez-les sur une ligne de départ de course. Si celui qui est fort a moins envie que celui qui est moins fort, c'est celui qui est moins fort qui va arriver devant, parce qu'il aura envie, beaucoup plus envie que l'autre. Donc simplement l'envie, l'objectif, le but à atteindre, c'est ça. Génial. Alors, comme tu sais, à It's My Tree, nous avons un processus qui est représenté par un symbole qui est l'arbre, et il y a 5 étapes dedans. Et je vois un peu qu'on peut faire un parallèle avec ce que tu fais. Et donc avant tout, il y a par exemple les racines, et qui sont symbolisées par tout ce qui est valeur, rêve, but, et tu parlais de ça plusieurs fois. En parlant de ces racines, qu'est-ce qui te pousse, toi, à en quelque sorte réaliser l'impossible? Quel est ce pourquoi, cette force qui te pousse à aller et au passage, je vais en faire une petite parenthèse, je sais que tu vas bientôt faire une circumnavigation, c'est comme ça qu'on dit. Peut-être que tu pourrais aussi nous expliquer ce que c'est. C'est quelque chose qui, quand j'ai entendu ce que c'était, j'ai mis réellement une semaine à comprendre et à réaliser ce que c'était. Donc là, tu peux déjà nous expliquer ce que c'est une circumnavigation que tu vas faire d'ici l'année prochaine, si j'ai bien compris. Alors d'abord, petite parenthèse, parce que finalement, à chaque traversée, j'augmente les kilomètres. Ah forcément. Donc, on est un petit peu dans l'addiction là. On est un petit peu dans l'addiction du kilomètre, ou du moins c'est pas du kilomètre, mais dans l'addiction de la durée, parce que finalement
je suis vraiment heureux sur les traversées, donc j'ai besoin que ça dure plus en plus longtemps. Donc là, j'ai un rêve d'enfant que je vais mettre en pratique. Vous voyez, on parle de rêve. C'était de faire un vrai tour du monde. Un vrai tour du monde complet pour un coureur à pied, fatalement se poser le problème des océans. Fatalement, et je ne marche pas sur l'eau, je vais vous décevoir. Mince alors. Je ne marche pas encore sur l'eau. Donc voilà, et avec le temps, j'ai voulu faire un tour du monde qui nécessitait un effort physique, parce que je reviendrai après pourquoi sur l'effort physique. Et donc sur les océans, ça sera à la rame. Donc une circumnavigation, c'est faire un tour du monde complet à la force humaine, en ramant sur les océans et en courant sur les continents. Là, ça va durer environ 32-33 mois, donc à peu près 1000 jours, ininterrompus, 3 ans. pour plus de 60 000 km, pour découvrir la planète avec cet effort physique. Alors pourquoi cet effort physique? Ça, c'est important pour moi, parce que les gens me disent, mais pourquoi? Tu pourrais le faire en vélo, tu pourrais le faire d'une façon moins fatigante. Mais je crois que dans l'effort physique, on a beaucoup plus d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a des verrous qui sautent. Dans la vie de tous les jours, on est obligé de faire bonne figure parce qu'on est en société, on ne se laisse pas aller dans les sentiments. Alors quand vous êtes dans la fatigue extrême, ce verrou il saute. Et vous vous laissez aller, peut-être quelquefois aux larmes, au sourire, mais vous n'avez pas de retenue. Et dans l'effort physique, ce qui est extraordinaire, c'est que vous vivez vos émotions à 100%. Et vos émotions sont multipliées par 1000. Un paysage, vous le trouvez beaucoup plus beau si vous avez fait l'effort de monter la montagne que si vous montez en téléphérique. Parce qu'il y aura quelque chose qui sera passé en vous. Vous vous serez laissé aller et vos sentiments vont pouvoir s'exprimer. Voilà, donc voilà pourquoi l'effort physique. C'est ça qui te pousse. Voilà, tout à fait. Parce que pour vivre l'émotion encore plus forte. Oui, et puis surtout pour être moi-même finalement. Parce qu'une fois qu'on est dans l'effort physique, une fois qu'on est dans la fatigue, on ne triche plus. On est soi-même, avec ses défauts, avec ses qualités, mais on est soi-même. Alors que souvent, dans la vie de tous les jours, on se contient quand même. Voilà. C'est un petit peu, c'est normal, mais il le faut, mais on ne se laisse pas aller complètement. Alors que moi, dans l'effort physique, oui, je me laisse aller complètement. C'est ça qui t'amène en permanence à aller encore... C'est la recherche, c'est vraiment la recherche que j'ai. Vous savez, les records, ce ne sont que des prétextes pour partir, c'est ce qu'on vend aux sponsors. Ouais. Mais le vrai contenu, c'est en effet le chemin qu'on prend pour atteindre ce but. Ce n'est pas le but par lui-même. Plutôt une recherche intérieure. Tout à fait, très intérieure. Incroyable. Alors, est-ce qu'il t'arrive, donc là on parle à l'étape numéro 2, les forces positives, après les racines. Les racines c'était les buts, qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui te drive à développer ces rêves? Non, les forces. Alors ces forces, c'est le point numéro 2, les forces positives ou conflictuelles. Donc conflictuelles, c'est-à-dire que tu as sûrement des doutes, parfois tu vas faire une circumnavigation. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes, des peurs, et comment tu surmontes ces peurs, ces doutes et ces défis peut-être? Je vais faire un parallèle quand même avec les racines, parce que je vais revenir un petit peu sur les racines, parce qu'il y a une parallèle. Parce que les racines, c'est quand même ce qui me vient de mes parents et de ma famille. Je pense que j'ai dû hériter de ça, pourtant ce ne sont pas spécialement des sportifs, ni des aventuriers, mais j'ai hérité de ces valeurs de mes parents, ça j'en suis certain. Par l'éducation qu'ils m'ont donné, une éducation simple. J'ai pas du tout été malheureux, mais simple, mais ils m'ont donné quelque chose d'important. La valeur, simplement la valeur des choses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient mentales, et surtout mes grands-parents aussi, qui étaient des agriculteurs dans une ferme. J'ai appris plein de choses, sur la nature, plein de choses sur le travail, sur le travail de la terre, et tout ça, c'est ça que je ressors, pourtant moi j'ai pas été paysan du tout, et je ressors tout ça. Et dans les moments difficiles, pour en dire aux moments de doute, c'est l'image de mes parents, qui sont toujours vivants, qui sont des personnes très âgées, mais c'est toujours leur image qui me vient à l'esprit. Parce que mes parents sont fiers de moi. Et pour moi, la fierté de ses parents, c'est quelque chose de très 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 fort. On est actuellement dans un monde où on a plus envie de plaire à ses enfants que les enfants ont envie de vous plaire. C'est-à-dire qu'on a passé un cap. Moi, réussir sa vie, c'est que ses parents soient fiers de soi. Ça, pour moi, c'est la réussite de sa vie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, tout le temps, cette image de mes parents qui revient, en disant, ils sont fiers de moi, donc allez, tu continues encore un petit peu, tu avances encore un petit peu. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas, bien sûr, les médias, on est content, bien sûr, les records, on est content, mais le regard de mes parents, même à 60 ans, c'est quelque chose qui me fait encore avancer, et surtout avancer. C'est une force inouïe pour toi. Oui, tout à fait. Tu peux vraiment déplacer des montagnes, apparemment, je vois ça. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment, pour moi, la réussite d'une vie, c'est le regard que les parents ont sur vous. En disant, oui, mon fils a réussi dans ce qu'il a entrepris, voilà. Et ça, c'est important. Parce que dans ma jeunesse aussi, j'ai pas tout le temps, on était 3 enfants, j'ai pas tout le temps donné l'occasion à mes parents d'être fiers de moi. J'étais peut-être celui qui était le moins sage, entre guillemets, quoi, voilà. Et là, aujourd'hui, je suis fier de ça. Je suis fier que mes parents soient fiers de moi. Voilà. Merci de partager ça. Ouais. Et donc, justement, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir ces peurs, ces doutes, ces défis? Comment tu passes à travers? Est-ce que c'est justement ça te suffit
pour passer à travers n'importe quoi? Ou est-ce que tu as encore des choses et comment tu les vins? Non, non, il y a l'image. D'abord, il y a mon entourage propre sur la course, donc il y a bien sûr mon épouse Laure qui est là, et c'est vrai que dans les moments difficiles, bah, le soutien de son compagnon ou de sa compagne, c'est quelque chose d'important. Donc là, c'est quelque chose qui m'aide à avancer. Et puis après, bien sûr, sur la visualisation d'images positives que j'ai, que je garde en moi, qui sont parfois des paysages, qui sont parfois mes enfants, qui sont plein de choses. Et donc de temps en temps, dans les moments difficiles, je ressors ces images, comme on fait un petit peu en sophrologie, et pour me redonner un petit peu, pour me sortir la tête de la difficulté. Mais je sais aussi que la difficulté, et comme je fais un effort sportif, et donc la douleur, sont aussi des curseurs pour moi. C'est-à-dire que c'est pas du masochisme, mais j'en ai besoin pour pouvoir tester ce que je suis en train de faire. Si je cours et que j'ai pas mal aux jambes, ça veut dire que j'ai pas couru assez. Okay. Voilà. Donc finalement, donc tout ça, c'est un besoin. La difficulté ou la douleur fait partie de l'objectif à atteindre. Donc c'est pas à éviter en fait. Non, voilà. Et souvent, je me dis, la douleur, vous savez, c'est comme en début de course, dès le deuxième jour, j'ai mal aux jambes jusqu'au 365e. Et donc, il faut cohabiter avec la difficulté et la douleur. C'est une cohabitation. Et j'ai l'impression que la douleur, c'est comme un personnage qui s'enchaîne en moi et qui fera toute la course avec moi. Et il faut s'habituer simplement à ça. Il faut cohabiter. Alors, des fois, on se tire un peu dessus, mais il faut cohabiter. C'est simplement ça, la cohabitation. Donc, accepter en quelque sorte la difficulté. Voilà. Et dire qu'elle fait partie de ce qu'on a entamé à faire. Et essayer de la fuir, en fait, et l'appréhender, la gérer, ça ne veut pas dire être tout le temps d'accord, mais ça veut dire qu'il faut avancer avec. Voilà. Tu te mets un grand sage, parce que c'est beaucoup de choses que... C'est l'expérience, simplement. Ouais, c'est fantastique. Alors, on passe à l'étape suivante. Le tronc. Le tronc, ça reprend l'attitude et l'action. J'aime bien appeler ça les deux as de notre vie. Et donc, les membres de It's My Tree ont tous des rêves et objectifs, des chefs d'entreprise, ça peut être des mères de famille qui veulent réaliser mieux dans leur vie. Et quelle est l'attitude que tu as développée pour surmonter ces challenges face aux difficultés, pour ne pas abandonner? Quel est l'état d'esprit ou l'attitude? Déjà, j'ai une phrase qui me revient souvent à l'esprit, c'est celle d'Einstein qui disait dans toute tentative, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des abandons. Et quand on réfléchit à cette phrase, souvent on se dit, quand on se lance, je sais pas, un défi, puis au bout de 8-10 jours, on dit ah non, j'y arriverai pas, j'arrête. Ça, c'est l'abandon, c'est pas l'échec. Et dans cette phrase, dans les moments difficiles en course, je me dis non, Serge, ok, c'est difficile, les moments, bon, ok, ralentis, marche, repose-toi un petit peu quelques heures et repars. Mais n'abandonne jamais, continue, step by step. Toujours, continue, avance. Moins vite s'il le faut, mais avance. Et c'est ça, ne jamais abandonner. Et le succès sera au bout, c'est sûr. Et on passe aux actions. Oui. Quelle est pour toi les actions que tu prends, les habitudes que tu as peut-être régulièrement, quotidiennement ou hebdomadairement, pour en quelque sorte vaincre cet impossible? Tous les matins, de trouver une bonne raison d'être sur la route. Tous les matins. Il faut que je trouve une bonne raison. Parce que je pourrais en avoir 1000, j'en ai 1000 quelquefois. Mauvaise raison une bonne raison pour arrêter. Excuse, il fait trop chaud, j'ai mal aux jambes, il pleut. J'ai plein d'excuses pour arrêter. Mais non, je vais en chercher une bonne pour continuer. Et donc ça peut passer par des tas de choses. Donc, je ne vais pas vous en citer tas de choses. L'objectif, l'équipe qu'on a engagée avec soi, on ne peut pas la laisser là. Parce que finalement, ça serait quand même... ils sont venus, ils ont sacrifié plein de choses, ils sont venus pour vous aider, pour vous accompagner. Si vous les laissez là, finalement, vous les plantez un petit peu. Donc voilà un petit peu. Et puis alors moi, dans ce que je fais en particulier, il y a quelque chose d'important, c'est que je visualise pas forcément l'arrivée, parce que je parlerai tout à l'heure d'arrivée, qui est un moment plutôt un peu difficile, parce qu'il y a une rupture, on arrête quelque chose qui est formidable. Mais je visualise plus le passé, ce qui a été fait, et ce qu'on pourrait éventuellement effacer d'un seul coup si on arrêtait. C'est-à-dire quand j'ai fait par exemple Paris-Tokyo, je me souviens en Chine, à 10 000 km, j'étais fatigué, j'en pouvais plus, et je me suis dit, je vais peut-être arrêter, là, je suis pas bien. Et on m'a donné une carte, on m'a tracé le trait que j'avais déjà fait sur la carte de Paris, je crois que c'était, je sais plus où, à Kashgar, et j'ai vu 10 000 km, je me suis dit, mais non, mon Dieu, si j'arrête, tout le travail que j'ai fait, que nous avons fait avec l'équipe, on va l'arrêter. Donc non, on est obligé de continuer. Et le lendemain, j'avais encore une meilleure raison, parce que j'avais encore fait 70 km. Et voilà, et donc c'est ainsi de suite. Donc en regardant aussi ce que tu as fait, tu vas dire attends, j'ai fait tout ça, je ne vais pas abandonner maintenant. C'est ça qui va aussi parfois t'avancer et l'état d'esprit pour te faire avancer, pour ne pas abandonner. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est visualiser ce qu'on a déjà fait pour atteindre un objectif et ne pas
l'effacer comme ça, simplement parce qu'on a décidé à un moment que c'était trop difficile. Non, on peut pas revenir, on peut pas effacer tout ça. C'est trop de travail. En effet, ce serait... Ok, et au niveau maintenant des branches, on passe à l'étape numéro 4, les branches. Donc c'est représente des différents domaines de la vie et garder un équilibre. Ça va peut-être arriver, comment tu fais pour éviter par exemple un burn-out, pour éviter l'extrême et garder en quelque sorte l'équilibre pour pouvoir quand même, tu es dans l'extrême, mais comment tu arrives à garder cet équilibre pour quand même continuer en extrême et pas être dans un burn-out? Bah, je vais commencer à évoquer tout à l'heure, donc finalement oui en effet c'est dans chaque traversée de continent, plus on se rapproche de l'arrivée, plus il commence à avoir une espèce de stress de dire oui mais ça va se terminer et après. Et donc j'ai pris la décision dès les premières traversées de construire le futur projet pendant la traversée. C'est-à-dire de toujours avoir cet objectif, j'aurai déjà un autre objectif avant de terminer celui-là. Toujours. Et donc pas de burn-out. Parce que finalement, je suis toujours dans une perpétuel renouvellement de mes objectifs, même avant de les terminer. Donc c'est-à-dire que je vous le disais tout à l'heure, j'ai à peu près 10 projets en tête encore, au moins jusqu'à mes 100 ans. Donc quelque part, le burn-out, il n'est pas pour tout de suite. Il faudra peut-être revenir après 100 ans, peut-être que là, ça commencera mais pas pour l'instant. Donc voilà, non mais plus sérieusement, donc toujours, ne pas se contenter, j'allais dire, ne pas se contenter d'un objectif. Oui, l'avoir, s'y consacrer. Mais déjà, peut-être envisager, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après? Se dire, ah oui, tiens, peut-être que je pourrais faire ça après. Et ça amène du confort aussi, hein, ça amène du dynamisme quelque part. Parce que je connais des gens qui ont loupé un objectif parce qu'ils avaient peur de la fin de cet objectif. Ils en avaient peur. Donc ça veut dire que pour éviter ça, tu vas déjà chercher un autre objectif. Tout à fait. C'est la façon que j'ai de ne pas être malheureux. Ok. Et je te vois tellement passionné. Tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un mot passion. Ah ouais. Ça a l'air de représenter beaucoup de ta vie. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, je vais citer Voltaire. Voltaire a aussi une phrase extraordinaire. Il disait la passion et l'être humain, c'est comme le vent dans les voiles d'un navire. Même si parfois ça le fait chavirer, il n'y a que ça pour le faire avancer. Et je trouve cette phrase extraordinaire. La passion, ça peut vous emmener dans des endroits, des fois, c'est terrible. Vous souffrez avec la passion, mais il n'y a que ça qui vous fera avancer dans votre vie. Que la passion, que la passion, que la passion. Ça, c'est sûr. Donc, souvenez-vous de cette phrase de Voltaire. Je retiens attentivement. Alors, on passe à l'étape suivante, c'est le fruit, c'est la dernière étape. Les fruits, quels sont les résultats, les bénéfices après ce processus? Donc, peut-être que tu peux en parler. Quel est le ressenti que tu as en passant et poursuivant tes rêves? Quel est le ressenti, les résultats que tu as pu avoir, les surprises peut-être, les bienfaits, les bénéfices, les expériences, les surprises que tu as fait en poursuivant tes rêves? D'abord, j'étais parti pour battre des records. Alors, on les a battus, l'équipe et moi, on les a battus. Mais finalement, c'était mon prétexte. Mais finalement, je me suis aperçu que ce n'était pas le contenu. Le contenu, d'abord, c'était une aventure intérieure, se découvrir, apprendre qui l'on est réellement, avec ses défauts, ses qualités. Et puis après, une seconde, c'est partager cette passion avec d'autres. Ça, c'est quelque chose d'important. Je le fais bien sûr avec l'équipe, je le fais aussi en conférence, bien sûr, parce que tous les gens qui viennent aux conférences, toujours après, on a un petit cocktail, donc on partage. Et partager une passion, c'est quelque chose de très très fort. Et puis surtout, j'allais dire, la découverte de l'être humain. Et pour moi, l'être humain, c'est la plus belle chose qui existe. Je vais prendre un exemple. On vous parle souvent de l'Iran, de l'Iran d'une manière très négative. On parle des dirigeants. Moi, j'ai rencontré le peuple iranien quand j'étais à Paris-Tokyo. Et ces gens-là m'ont appris plein de choses. Par exemple, les gens nous laissaient leur maison le soir. Et je me suis interrogé en me disant, mais moi, est-ce que j'ai assez confiance en l'humain pour laisser ma maison le soir à un inconnu? Et non, j'ai pas assez confiance en l'humain. Donc là, j'ai appris plein de choses de ces gens-là. J'ai appris des gens qui n'avaient, au fin fond du Mali ou de la Cordillère des Andes, des gens qui n'avaient rien, qui savaient encore vous donner quelque chose. Et je me suis vraiment interrogé. Et donc, je me dis que voilà, l'être humain, c'est quelque chose de formidable. La seule chose, c'est, quelqu'un disait aussi, vous savez, les êtres humains, c'est comme les produits chimiques. Pris indépendamment, ils sont rarement offensifs, ils sont rarement dangereux. Par contre, quand vous en mélangez quelques-uns, ça peut donner une détonation extraordinaire. Donc voilà, donc l'être humain pris individuellement, c'est quelque chose de formidable. J'en connais pas de méchant, ou si peu. Intéressant, donc c'est-à-dire que en poursuivant ces rêves qui étaient en fait le prétexte de la course, tu as découvert des choses extraordinaires, tu as eu plein de cadeaux dans la vie, autant, voilà. Et surtout l'humain. L'humain, voilà. Et donc c'est pour ça que souvent, quand on sort d'un objectif, les bienfaits ne sont pas forcément le fait de passer une arrivée ou d'atteindre un objectif. C'est tout ce qu'on aura découvert autour pendant la construction et pendant la réalisation de cet objectif.
C'est ça la vérité. Écoute, je crois qu'on est arrivé à... peut-être que tu as une anecdote, peut-être, donne-nous une dernière anecdote, peut-être de quelque chose qui s'est passé dans toutes ces années des 5 continents. Est-ce qu'il y a une peut-être que tu as envie de partager? Ah, il y en a deux, mais elles sont comiques, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout pour montrer le décalage entre ce que je fais, de la manière dont on le voit nous dans nos pays occidentaux, et par exemple en Afrique, c'est-à-dire que nous on dit voilà, c'est un Girard, c'est un gars qui court, c'est un gars qui est fou, souvent on dit qu'il est fou, bon, c'est pas trop grave, parce que si la folie c'est ça, c'est pas grave, je suis heureux, donc c'est pas trop grave. C'est vrai, n'est-ce pas? Voilà. Plus important. Et par contre en Afrique, donc le décalage, c'est-à-dire qu'on était par exemple au fin fond du Mali, on faisait Dakar-Le Caire, donc j'étais en train de courir, et puis il y a un véhicule qui me ravitaille tous les 5 km, donc il y a un moment c'est tombé dans un village, donc au fin fond du désert, donc tous les gens sont venus autour du véhicule, et puis on m'a ravitaillé, puis le véhicule est reparti. Et tous les gens ont tapé, et vous oubliez le monsieur. Parce que, non mais voilà, parce que pour eux c'était quelque chose de inconcevable. Ils me disaient, mais c'est ta voiture, et tu ne montes pas dans ta voiture. Alors que eux, qui rêveraient d'avoir une voiture, ne comprenaient pas pourquoi j'allais à pied, alors que j'avais une voiture. Donc tout le décalage était là. Et puis un jour aussi au Niger, on avait des guides Touareg avec nous, il y avait une femme Touareg qui... Alors tous les matins je partais à 3 h du matin et on éclairait les feux de la voiture pour me faire avancer. Et la femme cette Touareg pensait que c'était une punition. Et elle a demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être puni comme ça, pour le faire courir tous les matins à 3 h du matin? Il savait être très grave. Elle pensait que c'était très grave. Elle ne pouvait pas s'imaginer que c'était un plaisir. Voilà. Et voilà tout le décalage. Voilà tout le décalage. Deux belles, magnifiques anecdotes. Voilà. Il y en aurait plein d'autres, mais il y en a plein d'autres dans le livre. Écoutez, donc nous sommes arrivés à la fin de l'interview. Un grand merci à toi Serge, vraiment, pour passer, j'ai beaucoup appris, un grand merci. Alors moi ce que je vous invite vraiment à faire, parce que parfois vous avez, dans vos projets ou vos rêves, vous allez souvent vous dire peut-être tendance à abandonner ou à penser d'abandonner. Alors regardez l'interview, parce que pensez à Serge, parce que vous allez dire à chaque fois, moi, ça va beaucoup m'inspirer, je vais me dire, si tu es capable de faire ça, je suis capable de faire, je suis capable de faire tout. Et ça je pense que c'est important de se rappeler, et je vous invite vraiment, parce que ça va vous permettre vraiment de visualiser, de mettre ça en pratique pour vraiment comprendre et réaliser ce qui était vraiment impossible devenu possible. Et Français qui est ici, qui est bien là, qui vit avec sa passion. J'invite vraiment de vous acheter ce DVD qui est sur le site de Serge, sergegirard.com. Et ça c'est vraiment un superbe DVD. Ça vous permet vraiment de faire voyager le monde, mais surtout vous aider à faire poursuivre vos rêves. Et aussi il a un livre que vous pouvez vous acheter sur son site. Je vous invite vivement à lire à travers les mots aussi de Serge. Donc je vous invite vraiment de le prendre, parce que ça vous permet vraiment de poursuivre vos rêves et de réaliser ce qui compte pour vous. Donc un grand merci à toi Serge, et puis écoute, on te souhaite tout le bonheur, tout le succès encore, dans surtout sa circumnavigation qui va arriver bientôt. Okay. Encore merci pour tout ce partage. Bye. Bye bye, merci. Voilà, c'est bien.